Le sergent Pierson a-t-il tué ses 2 enfants? C'est la terrible question qui fut posée par 3 fois à la justice militaire. Dans un premier temps, le sergent Pierson fut condamné à 20 ans de prison pour infanticide. En appel, il fut acquitté et totalement blanchi, lavé de tout soupçon. Et pourtant, dès le départ, le sergent Pierson fut considéré non pas comme un innocent, mais comme un présumé coupable. Le premier sergent Olivier Pierson est incarcéré depuis dimanche à la prison de Saint-Gilles. On le soupçonne d'avoir, le 5 septembre 1998, assassiné ses 2 enfants. Ce jour-là, la voiture du militaire s'abîme dans la Meuse, à bord du véhicule Olivier Pierson, ainsi que Sven et Romy, âgés de 5 et 6 ans. Dans un premier temps, l'enquête conclut à un accident, thèse refusée par le grand-père des 2 enfants qui demande un complément d'enquête. De longues recherches vont alors démarrer pour constater que les explications du militaire ne sont pas tout à fait claires. Les témoins de l'accident affirmeront même qu'il n'a rien fait pour tenter de sauver ses enfants. En juillet 1999, 10 mois après l'accident, l'auditorat militaire et la BSR de Dinan décident d'exhumer les corps des 2 enfants. On y retrouve des traces de méthanol, 6 et 9 fois la dose dangereuse. Et c'est lors d'une ultime reconstitution qu'Olivier Pierson aurait avoué les faits. Il serait même passé au détecteur de mensonges. Du côté des autorités judiciaires et militaires, c'est le silence radio pour l'instant. On ne veut donner aucune explication. Nous sommes le 5 septembre 1998, vers 16h50, sur la route Dinan-Astières qui longe la Meuse. Au volant, le premier sergent paracommando Olivier Pierson. Sur la banquette arrière, ses 2 enfants, Sven, 5 ans, Romy, 6 ans. Il fait beau. Leur père a fait le projet de les emmener en balade en France, à Givet. Mais en cours de route, les enfants deviennent turbulents. À 2 reprises, ils se chamaillent. Ils ont recommencé à se chamailler, où exactement, je ne sais plus exactement l'endroit. À un moment donné, j'ai passé ma main entre les 2 fauteuils, de devant, pour aller leur remettre une claque sur leurs jambes, tout ça. Ça n'a pas suffi. Et je me suis énervé, je me suis retourné avec le corps pour mieux voir où ils étaient, pour mieux les toucher, quoi, pour dire bon, c'est fini, quoi. Et bon, ce geste malheureux, j'ai dû le faire, on avait quelque part ici. On avait juste ici, j'ai dû faire le geste, quoi. Et en fait, au lieu de faire ce chemin-ci, j'étais de ce côté-là. Dans le virage, la voiture dévie de sa trajectoire, défonce le rail de sécurité et plonge dans la Meuse. Olivier Pierson abaisse la vitre avant droite et s'extrait de la voiture. Choqué, commotionné, il contourne le véhicule et pour sauver ses enfants tente d'ouvrir la porte arrière gauche, la seule qui n'est pas bloquée. Et là, en fait, j'ai voulu essayer de l'ouvrir, mais étant dans l'eau et la voiture basculait déjà vers l'avant, je devais me lever les bras pour essayer d'ouvrir. Et chaque fois, je n'avais aucune force, il n'y avait aucune prise, quoi. Et à un moment donné, je sentais que cette portière allait s'ouvrir, mais ça n'allait pas, quoi. Et à un moment donné, j'ai perdu espoir, c'est quand j'ai entendu ma petite fille m'appeler, quoi. Et là, je me suis dit, c'est fini, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de perte de contrôle total, comme si j'ai l'impression que j'avais plus rien à faire, quoi. J'étais impuissant, c'est une drôle de sensation. Et là, pas dit que j'ai baissé les bras, mais je me suis bien rendu compte à un moment donné que c'était plus possible, il n'y avait plus rien à faire. En 2 minutes, la voiture coule par 8 mètres de fond. Lorsque les plongeurs ramèneront Sven et Romy à la surface, ils sont morts. Entre-temps, Olivier Pierson a été emmené à l'hôpital. Quand je l'ai vu la première fois, il était toujours dans le lit à l'hôpital. Il était vraiment hagard, complètement perdu, complètement... il m'a regardé digne d'impuissance et c'était absolument affreux, quoi. Quand je suis arrivée, j'ai bien vu Olivier dans un état complètement catastrophé, commotionné, pas bien, mais pas bien, je dirais, de l'accident et de la mort des enfants. À l'époque, pour la justice et les médias, la noyade des 2 enfants est un tragique accident. L'affaire aurait pu en rester là, mais la belle famille d'Olivier Pierson n'accepte pas cette version. Son beau-père, Pierre Moreau,
son épouse Ariane, avec laquelle il est en instance de divorce, sont persuadés que le sergent est un assassin. J'avais pu constater que les traces de peinture s'étalaient sur une trentaine de mètres. J'ai vu ça, j'ai dit, mais enfin, c'est pas possible. Il n'a pas essayé de sortir de là, il a vraiment fait le mouvement contraire pour entrer dans l'eau. Il a voulu entrer dans l'eau. C'est pas normal, c'est absolument anormal de voir ça. Je dis, c'est pas possible. Normalement, avec les règles de sécurité, il aurait d'abord dû être rejeté de l'autre côté, et puis il aurait dû freiner, mais sur une distance pareille, il aurait pu s'arrêter. Je pensais la voiture mise à l'eau, que c'était fait exprès, c'est certain. Pour nous, quand on a vu que la voiture avait longé le rail de sécurité pendant plus de 30 mètres, il n'y avait pas une seule trace de frein sur la route, qu'il n'y avait rien, on s'est dit, bon, il les a noyés en foutant la voiture dans l'eau. La famille Moreau veut faire éclater sa vérité. Très vite, le grand-père prend contact avec un journaliste du quotidien Le Soir. C'est un monsieur très poli qui appelle et qui demande comment fait-on pour porter plainte contre un militaire. Et là, je lui explique la procédure, juridiction militaire, etc. Et je lui demande évidemment, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pourquoi voulez-vous porter plainte? Pourquoi voulez-vous porter plainte contre un militaire? Et il me dit, écoutez, mes deux petits-enfants sont morts noyés et je crois que leur père les a tués. La famille Moreau dépose donc plainte contre Olivier Pierson devant la justice militaire, seule compétente lorsqu'un soldat est en cause. L'enquête est confiée à des gendarmes de Dinan, mais ceux-ci sont perplexes. En l'absence de toute preuve, ils considèrent que la plainte est une vengeance de l'ex-épouse d'Olivier Pierson. Les premières fois que j'étais entendue, on me disait, vous savez, c'est un accident. J'étais là, non, c'est pas un accident, c'est pas vrai. Et on m'écoutait, mais j'étais la pauvre Ariane qui avait perdu ses deux enfants, quoi. On ne me prenait pas au sérieux, quoi. On ne me prenait pas au sérieux. On dirait, bon, allez, c'est le grand-père éploré qui va raconter n'importe quoi, parce que bon, c'est pas possible, ça. Un père ne tue pas ses enfants, voyons. Très clairement, il est perçu comme un emmerdeur, si vous passez l'expression. C'est un grand-père qui est désespéré, effaré par ce qui s'est passé, la mort de ses enfants, la suspicion de ce qu'il s'agisse d'un crime. Il va sonner aux portes des enquêteurs, il les taraude, il n'arrête pas de leur téléphoner, de leur apporter des documents, ce qu'il croit être certaines preuves. Donc il fait quelque part son boulot de grand-père. C'est une victime désespérée et il agit de cette manière. Ils se sont battus seuls. Ils se sont battus en disant « c'est Pierson, c'est Olivier Pierson qui a tué nos deux enfants et petits-enfants ». Et ils avaient des éléments, ils ont constitué un dossier, je dirais presque parallèlement à la justice. Au fil des mois, les soupçons des enquêteurs s'éveillent. Des témoins affirment qu'Olivier Pierson n'a rien fait pour sauver ses enfants. Une première autopsie a révélé que leur sang contenait du méthanol, un produit hautement toxique. Une deuxième autopsie, 18 mois plus tard, le confirme. Les Moreau auraient-ils raison? Les enquêteurs échafaudent alors une hypothèse. Pierson aurait fait boire du méthanol à ses enfants pour les endormir avant de les noyer. Le sergent nie farouchement et accepte de passer au détecteur de mensonges. Verdict de la machine, il a volontairement tué ses enfants. Interrogé pendant de longues heures, Olivier Pierson passe aux aveux, mais refuse de les signer. Bonsoir. Un ancien paracommando de Flawin a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt par la justice militaire, ceci pour l'assassinat présumé de ses deux enfants. Sacha Daout. Les faits remontent au mois de septembre 1998. Une voiture effectue une embardée et va... Avec l'arrestation, le banal fait divers se transforme en un sordide infanticide. Pour l'ensemble de la presse, pas de doute, Olivier Pierson est coupable. Accident tragique conclut l'enquête, une thèse refusée très vite par les grands-parents maternels. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas un journal qui arrête un suspect. On rend compte d'une situation factuelle qui se produit, qui est de la responsabilité de ceux qui l'ont prononcé, en l'occurrence la justice militaire.
Olivier Pierson était réputé violent, vouait une admiration certaine à l'armée allemande et semblait ne pas vouloir assumer son droit de garde. Tout cela pour se consacrer pleinement à sa carrière de militaire. Et le grand choc, je dirais, c'est surtout de découvrir à quel point ça avait pu, parce que c'était à ça qu'on pensait d'abord, à quel point ça avait pu être minutieusement préparé. On parlait déjà à ce moment-là, très tôt, d'une barrière qui s'était affaissée, et le fait qu'on ait tapé cette barrière-là avait peut-être pu être calculé. Ça paraissait vraiment terriblement machiavélique. J'avais vraiment l'impression, le premier jour, de mettre les pieds dans quelque chose de diaboliquement préparé. Olivier Pierson, premier sergent à Flawin, est incarcéré depuis 2 semaines pour l'assassinat présumé de ses 2 enfants. Et on reparle aujourd'hui de faits commis en 93 lors d'une mission en Somalie. Sven et Romy, décédés en 98 dans les eaux de la Meuse. Quelques photos des enfants, mais aussi de leur père, paracommando. Des photos prises lors d'une mission en Somalie en 93, des photos qui relancent aujourd'hui le débat. J'ai montré les fameuses photos de Somalie, donc de mon ex-mari qui pose sur un enfant noir par terre, menotté dans le dos. Je les ai sorties aussi au moment du divorce, pour montrer que c'était quelqu'un de violent, que c'était quelqu'un qui n'avait pas de respect pour la vie humaine. Donc s'il n'avait pas de respect pour la vie humaine, on voit sur cette photo, il pouvait très bien frapper. Et j'ai voulu prouver comme ça sa violence avec ces photos, puisque c'était tout ce que j'avais. Le choc des photos impressionne, mais parfois les images sont trompeuses. Sur ce cliché sous le pied d'Olivier Pierson, il ne s'agit pas d'un enfant, mais d'un combattant adulte appartenant à la guérilla somalienne. Oui, en fait, c'est vrai que cette photo, on voit avec un détenu, un prisonnier au sol, qui n'est pas un enfant, comme c'était dit, une petite fille qu'on l'a tuée, c'est un homme, un adulte, ils ont des jupes, là-bas ils ont des jupes, c'est comme ça. C'est vrai qu'ils ont l'air mecs, il a l'air petit et mec, ils sont tous comme ça. Mais bon, le type, juste avant, il nous avait tiré dessus, quoi. Remettons cette photo dans son contexte. Les éléments dans lesquels se trouvait le chef Pierson, qui était sergent à l'époque, le sergent Pierson à l'époque, sont tombés sous le feu pendant une opération de ratissage en Somalie. La section dans laquelle il était a réagi, donc c'est ce qu'on appelle une réaction sous le feu. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de perte, il y a même eu un prisonnier à la clé de cette action. Et au moment où le taux d'adrénaline de ce groupe a baissé, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une photo souvenir. C'est pas malin, c'est pas bien, c'est un fait. C'est aussi pas prudent, parce que d'autres photos comme ça dans d'autres familles sortent, même 10 ans encore après, dans des procédures de divorce, pour me dire, regardez comment il était méchant. Mais on les sort de son contexte, c'est le poids des mots et le choc des images, et on essaye de faire passer comme ça l'image de l'autre qui est tout à fait le monstre, qu'on ne supporte plus dans le ménage. C'est loin d'être raciste, et je dis c'est loin d'être un grand guerrier. Il était très proche des gens, il distribuait des t-shirts, de la nourriture, etc. C'est pas du tout un méchant paracommando dans ce sens-là. Ça a été le grand paradoxe de ce début d'affaire. Il y a forcément 2 parties qui s'affrontaient, on le sait, la famille Moreau et la famille Pierson. On a très vite compris que c'était 2 familles qui avaient des problèmes entre elles. Je veux que ce soit jugé, maintenant c'est reconnu. Je veux dire, on a des preuves essentielles, on a le méthanol, les enfants ont été exhumés pour exhumer des enfants, refaire des analyses, etc. C'est grave, quoi. La famille Moreau, dès le début de l'affaire, communiquait. Le premier jour, quand on a pris des contacts avec la famille Moreau, ça n'a posé aucun souci. La famille Moreau nous a reçus, nous a ouvert des albums de famille, nous a parlé longuement de la personnalité d'Olivier Pierson, et c'était évidemment très négatif. Il a toujours dit qu'il me tuerait, il a toujours dit qu'il me flanquerait à l'eau. Alors je lui ai dit, écoute, à ce moment-là, nous allons déposer plainte pour assassinat. On avait ce son de cloche-là, on n'avait que cette version-là pour se forger une opinion. Vous avez un paracommando qui est entraîné dans des situations toutes les plus compliquées et qui ne savent pas sortir deux bébés de 20 kilos, enfin 2 petites 20 kilos, c'est pas normal. Hein. Et paradoxalement, et c'était là tout le problème, c'est que la famille Pierson, la famille d'Olivier Pierson, au début, ne nous répondait pas. L'avocat d'Olivier Pierson ne faisait pas de commentaires. Quant aux parents d'Olivier Pierson, ils nous ont contactés par téléphone. Ils estiment leur fils innocent, c'est un soldat, mais non violent. Reste qu'Olivier Pierson est incarcéré depuis 1 semaine à la prison de Saint-Gilles. Et on a beau dire ce qu'on veut, quand un reportage qui dure 1 minute 45, passe pendant 1 minute 35 les aspects négatifs de la personnalité de l'accusé, en l'occurrence Olivier Pierson,
Et se termine en 10 secondes par un commentaire off qui est de dire du côté de la famille d'Olivier Pierson, on réfute ces accusations de racisme, de violence, de rejet de ses enfants et on ne fait aucun autre commentaire. La sentence de l'opinion publique, elle est toujours terriblement négative et c'est ce qui a fait beaucoup de tort, je pense, à Olivier Pierson au début de l'affaire. Il faut bien admettre qu'au départ de l'affaire, nous avions un avocat à Namur qui ne s'est jamais occupé de rien, qui n'a absolument rien fait, mais qui par contre disait « Attention, on ne peut pas parler à la presse, on ne dit rien à la presse ». Ça, nous avons eu grand tort, parce qu'à ce moment-là, si nous avions pu dire « Attention, non, il n'est pas tout à fait comme ça », ou montrer d'autres photos, enfin des choses comme ça, je crois que les gens auraient pu faire la part des choses. On ne voulait pas avoir mon point de vue. C'est vraiment un petit peu plus tard que certaines personnes ont pris des contacts. Et alors les petites gouttelettes d'eau que nous on amenait, qui étaient tout à fait différentes et posées, je veux dire, les gens ont commencé un petit peu à réfléchir. Le problème, c'est que les dégâts, ils étaient faits, quoi. Parce que on casse tellement une image, c'est difficile de la reconstruire, quoi. Premier jour du procès d'Olivier Pierson devant le Conseil de guerre. Olivier Pierson qui est accusé d'avoir noyé ses 2 enfants, des faits qu'il nie en bloc. Détecteur de métaux et renforcement de la sécurité aux portes du Conseil de guerre permanent de Bruxelles. Visage crispé. Dans quelques secondes, Olivier Pierson, premier sergent, fera son entrée dans la salle d'audience. Première apparition d'Olivier Pierson, accusé de double infanticide. Devant le Conseil de guerre, la cause paraît déjà perdue pour Olivier Pierson. De nombreux magazines et journaux ont donné de lui l'image de la brute épaisse, capable, donc coupable, d'avoir tué ses enfants. Ses nouveaux avocats, maîtres Heutendal et Kennes, savent qu'ils partent avec un handicap énorme. Il ne faut pas croire que les juges ne lisent pas la presse ou ne regardent pas les journaux télévisés. Et ils sont consciemment ou inconsciemment influencés par le climat ambiant. On en aura d'ailleurs quelques preuves tangibles dans ce procès. Asseyez-vous, mesdames, messieurs. L'audience est ouverte. Le procès débute par un propos du président qui nous a évidemment énormément interpellés. Le président du Conseil de guerre dit en tout cas, ce n'est pas un dossier ragoûtant. Pourquoi dire ça? Alors évidemment, tout le monde aura une interprétation différente. Moi, je ne veux pas interpréter les propos d'un président, mais nous, on l'a perçu comme étant, voilà, il nous dit déjà qu'il a une conviction. Et il dit ça en regardant notre client. Et la conviction, on va devoir le convaincre qu'on a raison, que notre client est innocent. On n'est pas là simplement pour faire un procès normal, on est là pour renverser une conviction qui est déjà établie, comme c'était le cas dans le chef des enquêteurs. Et on a l'impression que les juges y pensent la même chose. Le Conseil de guerre déclare Olivier Pierson coupable et le condamne à 20 ans de prison. Quelques mois plus tard, en appel devant la cour militaire, le sergent est acquitté et remis aussitôt en liberté. Il est 18h35 ce jeudi, un gardien de la prison de Saint-Gilles souhaite bonne chance à Olivier Pierson. Le militaire tombe dans les bras de sa maman. Il a été libéré 2 heures plus tôt par la cour militaire. Après 490 jours de détention, Olivier Pierson est libre. En fait, je ne m'y attendais pas, parce que j'étais tellement déçu du premier jugement. Ça, c'est vraiment, même le premier jugement, c'était vraiment à l'encontre de tout, quoi. Et voilà, quoi. Oui, je suis heureux, mais on ne peut pas faire la fête. Comme j'ai dit, j'ai toujours une pensée pour mes enfants, et je suis sûr qu'ils m'ont aidé à sortir de là. Mais le marathon judiciaire n'est pas terminé. Nouveau rebondissement. La Cour de cassation annule l'acquittement pour vice de forme. Pierson sera rejugé. Je suis satisfaite de la décision. Maintenant, j'attends une nouvelle cour militaire impartiale, avec des juges intègres, qui vont, j'espère, oublier leurs uniformes pendant le nouveau procès. Janvier 2003, nouveau procès. C'est le dernier. Le sergent Pierson est définitivement acquitté. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je suis fatiguée. Voilà. Le jugement du Conseil de guerre donnait tort, donc concluait à la culpabilité de Pierson, donc là j'étais d'accord. Et alors, comme l'énorme majorité des Belges, ils n'ont plus compris pourquoi il avait été acquitté par la suite. Alors je me dis, mais pourquoi est-il acquitté? Je ne comprends pas. Parce que pour qu'il y ait un acquittement, il faut des éléments nouveaux. Alors quels sont les éléments nouveaux?
Pourquoi Olivier Pierson a-t-il été acquitté? Lui que tout accusait. Son image de paracommando violent. Les circonstances suspectes de l'accident. Le méthanol retrouvé dans le sang des enfants. Le détecteur de mensonges et surtout les aveux rétractés. C'est une bombe dans le dossier, puisqu'il a reconnu le pire. Et tout cela, chacun l'analyse en lisant son journal le matin, en mangeant une tartine, en prenant le tram, dans la vie de tous les jours, dans une vie normale. Et on se dit, mais moi jamais, je n'avouerai que j'ai tué mes enfants. Donc c'est qu'il les a tués. A fortiori, c'est un homme solide, un paracommando, etc. Et c'est là l'immense faille du dossier, c'est que moi je suis convaincu que la torture, peu importe qu'on la qualifie en droit, comme cela elle existe, et qu'à tout moment, on peut déstructurer tellement quelqu'un que plus rien n'a d'importance, il faut simplement qu'un processus s'arrête. Ça s'appelle du désespoir, ça s'appelle du découragement. Là, ça s'appelle des aveux, et ça s'appelle un boulet qu'on a traîné, évidemment, très longtemps dans le dossier. Sa défense a induit l'idée qu'il aurait été victime d'un acharnement des enquêteurs, d'un acharnement des médias, que ses aveux lui auraient été extorqués au moyen de tortures psychologiques, voire même physiques. Ils ont transformé quelque peu l'affaire en le procès d'une erreur judiciaire manifeste. Vous pouvez me croire, on peut me torturer, jamais j'en avouerai un crime aussi odieux si je ne l'ai pas commis. Et je suppose que tout le monde ici est de mon avis. On n'avoue pas un crime qu'on n'a pas commis. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. La question n'existe plus. Nous sommes bien d'accord? Comment un innocent peut-il faire des aveux, même non signés? Retour à l'enquête. Nous sommes en octobre 2000. Les enquêteurs n'ont que des soupçons, mais aucune preuve. Alors ils font le forcing, interrogatoire serré d'Olivier Pierson, mais aussi de son ami, Bénédicte. Il jouait avec un système de lampe comme ça tout le temps devant moi, donc c'était assez perturbant. Et puis je dis mais non, Olivier il n'a pas tué ses enfants. Mais quoi, qu'est-ce qu'il faut pour t'ouvrir les yeux? Moi je vais te démontrer, c'est comme ça, il a tué les enfants. C'est un peu comme une manipulation de l'esprit, c'est une sorte d'harcèlement, quoi, parce qu'on vous martèle ou on martèle, et quand vous sortez de là, vous savez plus bien comment vous appelez et qui vous êtes, quoi. Je me rends compte, on veut me mettre dedans, quoi. Il faut un coupable, et ça va être moi, quoi. Et tous les moyens sont bons, quoi. Malgré la pression, le sergent ne craque pas, il n'avoue rien. Finalement, les enquêteurs lui proposent de passer au polygraphe, le détecteur de mensonges. Ils ont dit, ouais, le polygraphe, c'est sûr et certain, on te pose des questions, la machine dit que tu mens, tu ne mens pas, ben voilà, c'est fini, quoi. Pour le moment, le mot fini, quoi. Je dis, ok, c'est terminé, quoi. Mais les moraux ne pourront plus rien faire, ici, là, quoi. Donc je me dis, ok, c'est le moyen, quoi. Je vais être débarrassé de cette histoire, quoi. Si cette histoire du polygraphe, ça peut mettre fin à cette histoire, on y va et ce sera fini, quoi. Mais le but, c'est fini, pas aller en prison. C'est fini, ok, t'es innocent, on a prouvé que t'étais innocent, et voilà. Oui, il partait avec une confiance totale. Et là aussi, honnêtement, nous avons été extrêmement naïfs, parce que si nous avons pris des renseignements auprès de gens un peu spécialisés, auprès d'avocats pénalistes, on aurait pu savoir à l'avance que cet engin-là est extrêmement manipulable et qu'on lui dit ce qu'on voulait, quoi. Mais bon, trop tard, nos erreurs étaient faites. Mais lui, il partait là-bas avec une confiance totale. Le 28 octobre 2000, Olivier Pierson est amené à 8h30 à la cellule tueur du Brabant de Jumet. C'est ici que depuis quelques mois se pratiquent des tests menés par des experts canadiens. L'un d'entre eux, André Giroux, enquêteur à la Sûreté du Québec, prend en charge Olivier Pierson. C'était plus copain-copain, quoi. Action d'accent canadien, bonjour, il me demande si on peut se tutoyer. Lui, il m'appelle Olivier. Il me montre un petit peu donc, son ordinateur avec ses différents senseurs. Il m'explique un peu. Alors, il m'explique qu'il faut d'abord calibrer l'appareil sur moi. Pendant plusieurs heures, André Giroux présente le polygraphe comme un véritable détecteur de vérité. Présentement, dans cette pièce-ci, il y a seulement une personne qui sait son implication dans le dossier, c'est toi.
À la fin du test aujourd'hui, on va être deux à savoir la vérité sur ce dossier-là. Pour prouver l'efficacité de la machine, le polygraphiste demande à Pierson de choisir une carte parmi un lot de 8 et de retenir son numéro. Ensuite, André Giroux lui demande de répondre non à toutes ces questions. Est-ce la 3? Non. Est-ce la 10? Non. Est-ce la 11? Non. Le test est terminé. Tu peux ouvrir les yeux. Je peux te dire une chose. T'es pas un bon menteur. T'es un très mauvais menteur. Hein? Quelle carte t'avais pris? La 10. La 10. Regarde. Mon appareil est très bien ajusté, ok? Pour moi, ça fonctionne. Pour moi, c'est sûr, ça va fonctionner. Donc, fin de l'interrogatoire, l'appareil dira que je ne mens pas, quoi. Donc, je suis sûr et certain que ça fonctionne, que c'est vrai, quoi. C'est du concret, quoi. Le 5 septembre 98, avez-vous tué vos enfants d'une façon volontaire? Non. Avez-vous fait boire du méthanol à vos enfants? Non. Avez-vous dilué du méthanol dans du coca? Non. Dans du iced tea? Non. Dans de l'orangeade? Non. Dans du jus de fruits? Non. Il sortit donc dans le couloir, et puis il rentre à nouveau dans la pièce, et là il est accompagné des enquêteurs, et dit voilà, pour moi, M. Pierson est coupable ou impliqué dans la mort de ses enfants par empoisonnement. Je ne sais plus le mot qui tourne, mais je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Là, je me demande qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. Ça, le cauchemar continue, quoi. André Giroux tente une perche à Pierson. Au fond, ce n'est pas lui le vrai coupable, mais son ex-épouse, Ariane. En fait, il était à bout et voulait se suicider avec les enfants. La vraie responsable de tout ça, celle qui a réellement causé la mort de tes enfants, c'est pas toi. C'est ta femme, ton ex. Parce qu'elle t'a mis dans une situation telle que tu ne pensais plus, que tu ne voyais plus clair. Ok, ce n'est pas toi l'assassin, en fait, quoi. C'est eux qui t'ont poussé à bout, quoi. Donc c'est pour un peu me déculpabiliser, quoi. Et je dis non, quoi. Et il insiste toujours sur ce scénario, quoi. Sur ce scénario qu'on m'a poussé à bout, que j'en ai eu marre, que j'ai voulu me jeter dans la Meuse avec mes enfants. Et je dis non, ce n'est pas vrai, quoi. L'expertise du polygraphe sera rejetée aussi bien par le Conseil de guerre que par la Cour militaire. Pour des raisons de forme, mais aussi parce que l'expert de la défense, Pierre Philippot, professeur de psychologie à l'UCL, a pu convaincre les juges du manque de fiabilité du détecteur de mensonges. Les études scientifiques montrent que la fiabilité de ce genre d'instrument est très très limitée en termes de permettre d'établir ce qui est véridique de ce qui ne l'est pas. Donc je crois que là c'est à prendre avec beaucoup de précautions et surtout savoir que les données du polygraphe elles-mêmes ne permettent en aucun cas de déterminer si une personne précise ment ou dit la vérité. Au mieux, on pourrait avancer, et encore les études ne sont pas assez avancées à mon sens à ce sujet-là, on pourrait avancer qu'une personne ment avec 30 ou 50 ou 60% de chances de certitude, mais on ne peut jamais dire si elle dit la vérité ou si elle ment. Ça par contre, c'est une certitude. Concernant mon sentiment dans le test que j'ai effectué avec M. Pierson, eh bien, c'est tout simplement un sentiment de polygraphiste. Que monsieur, les chartes polygraphiques, les graphiques que j'ai obtenus cette journée-là, étaient à l'effet que monsieur ne disait pas la vérité. Nous avons pris cette sorte de gourou homo en disant, ben voilà, on vous interroge en audience publique. Vous avez dit que notre client mentait. Vous avez déposé aux pièces de la procédure une sorte de pseudo-rapport de 3 lignes où vous dites il ne répond pas la vérité à des questions pertinentes. Et puis, il y a un graphique avec des courbes qui sont des courbes de perception sensorielle. Nous vous demandons de nous dire où, sur ce graphique, il est prouvé qu'il ment et à quelles questions répondent les courbes dont vous induisez le mensonge. Et c'est un silence abyssal qui nous a répondu. Autrement dit, c'est un truc, c'est de la manipulation et elle est très bas de gamme, si vous me permettez l'expression. On avait presque l'impression d'assister à ce procès à un moment donné à une scène de téléachat. Je l'ai souvent dit, l'image a fait sourire, mais c'était vraiment ça. Il n'a pas pu expliquer pourquoi Olivier Pierson était coupable, il est venu expliquer pourquoi son système était fiable. Cette manière d'obtenir la vérité n'a finalement convaincu personne. Scientifiquement, personne n'a rien compris, et judiciairement, personne n'a rien appris. Moi, personnellement, si on me demande mon opinion, est-ce que vous voulez que ce soit admis comme preuve, une preuve accablante en disant
que oui, cet individu-là est celui qui a fait ça. Il ne faut pas faire ça comme ça aussi. N'oubliez pas qu'il y a un pourcentage d'erreur. Et la personne, il y a seulement une façon de marcher sur l'eau, hein, c'est de savoir où sont situées les pierres. J'ai pas cette prétention-là. André Giroux le reconnaît donc, le polygraphe n'est pas fiable à 100%. Pourquoi alors l'a-t-il fait croire à Olivier Pierson? Ça fait partie d'une stratégie délibérée et consciente des polygraphistes, qui est un mensonge, et ils savent que c'est un mensonge, en vue d'établir un état mental chez la personne interviewée qui va commencer à la faire douter d'elle-même, lui faire perdre toute une série de repères et à faire des soi-disant aveux spontanés. À l'issue du test, Olivier Pierson est immédiatement privé de liberté et emmené à l'auditorat militaire pour un interrogatoire plus musclé. Pendant des heures, il aura le poignet menotté au pied de sa chaise. De plus, il refusera de s'alimenter. À chaque fois, il revenait quand je disais non, mais rappelle-toi le polygraphe, c'est sûr et certain, et ça c'est un poids, c'est le poids dans la balance, quoi, de la justice, quoi, de leur côté, quoi. C'est indéniable, le juge, il va regarder ça, c'est fait, quoi. Tu mens, quoi. Donc c'est toi, quoi. Et ça a duré, et puis on en est. Ils m'ont expliqué que, en fait, que si je continue à nier, ça allait être considéré comme un crime crapuleux, quoi. C'est le type qui a tué 200 Français et enfants. Parce que tu vois, ici, quand tu vas être condamné, parce que tu es condamné, tu vas prendre 20 ans, tu ne verras plus jamais ta famille, ils ne te verront plus jamais, ils vont te laisser tout seul, parce qu'ils ne comprendront jamais ton geste. Tandis qu'en expliquant que tu as été poussé à bout par les moraux, que tu as fait ça, ben, à un moment donné, ils comprendront et ils viendront te revoir. Et comme ce qui me restait, c'était ma famille à l'extérieur, mon ami, mon père, et c'est là, ben, j'ai dit ok, quoi. Puisque de toute façon, moi je suis quand même pris avec leur système, je suis quand même cuit, de toute façon je ne sais rien faire d'autre, puisque tout dit que je suis un menteur, tout dit que tout est contre moi, le polygraphe, les fameux experts, enfin soi-disant experts de la justice. Donc autant dire une version qui peut au moins atténuer la souffrance des autres, quoi. Donc de ma famille, quoi. Et à un moment donné, vous rentrez dans le jeu, quoi. Avec le temps, avec la fatigue, avec le manque d'alimentation, ses ressources diminuent. Et donc la personne perd un sens critique par rapport à ses propres souvenirs, à ses propres perceptions. Donc très clairement, la fatigue augmente la probabilité, c'est même plus une probabilité, c'est même une certitude ici, que la personne va avoir une capacité critique moindre et va être plus suggestionnable par les questions, les propositions des enquêteurs. Et à un moment donné, ben vous dites, ok, je suis rentré dans le scénario, quoi. Donc de dire que j'étais dépressif, que j'ai voulu trouver un endroit sans rail pour me jeter dans l'eau, que j'ai donné leur fameux antigel pour endormir les enfants pour qu'ils ne souffrent pas, parce que je les aimais bien. Et voilà, quoi. Et que c'était à cause des moraux, quoi. Et à un moment donné, ben, à force des heures, la fatigue, ci et là, vous dites oui, quoi. Vous dites, ok, on va faire ça, quoi. Et ils ont tapé leur beau petit scénario. 3 pages d'aveux ont été tapées par les enquêteurs. Le récit d'un homme acculé au pire par la faute de son ex-épouse. Mais lorsque les gendarmes lui tendent les feuillets, il refuse de signer et crie son innocence. Pour l'auditeur militaire, même non signés, ce sont bien des aveux. Olivier Pierson est inculpé d'assassinat. Quand vous voyez les aveux, et là vous êtes brusquement plongé dans la réalité, dans toute son horreur. Là, quand je suis sorti de l'auditorat militaire après avoir lu ça, j'étais vraiment malade. J'étais malade. Dimanche matin, vers un bon 10h, téléphone sonne. Et là, j'ai Olivier au téléphone en larmes qui me dit on a enlevé mes lacets, on a enlevé ma ceinture et je vais à Saint-Gilles. Et moi, à ce moment-là, je lui dis mais allez, te décourage pas, on va te sortir de là, on te sortira de là. Si l'on en croit les enquêteurs, c'est spontanément qu'Olivier Pierson aurait avoué qu'il avait fait boire à ses enfants un mélange de Fanta et d'antigel lave-glace. Ils ont dit dire que l'antigel lave-glace venait de moi et pas d'eux. C'est encore des menteurs. Puisque de toute façon, il y a eu des perquisitions bien longtemps avant, encore que j'étais en dehors de prison, encore en liberté, où ils ont pris des échantillons d'antigel lave-glace. Ils sont même venus à la caserne prendre des échantillons d'antigel lave-glace. C'est impossible.
C'est impossible parce que ce qu'on retrouve dans le corps des enfants, c'est du méthanol. Or, dans le produit lave-glace, il y a également de l'éthanol. On ne retrouve pas d'éthanol dans le corps des enfants. On ne retrouve pas, ce n'est pas du produit lave-glace. Quand on analyse précisément les aveux, les informations précises qui sont données, ça ne peut pas correspondre à la réalité. Finalement, à contrario, les aveux, c'était la preuve de l'innocence d'Olivier Pierson. Selon ses prétendus aveux, Olivier Pierson se serait arrêté longuement sur un parking discret, à l'abri des regards, pour empoisonner ses enfants. Or, on peut le constater, cet endroit n'a rien de désert et se trouve juste en face d'une habitation. Et ils m'ont proposé donc ce parking sur le côté isolé, donc pour faire, soi-disant, l'empoisonnement de mes enfants avec leur fameux méthanol ou antigel que j'avais soi-disant comme par hasard dans ma voiture. Et comme par hasard, j'avais aussi du Fanta ce jour-là dans ma voiture. Le mélange méthanol-Fanta ou antigel-Fanta, est-il possible de le faire boire à des enfants? La Cour a posé la question aux experts, la réponse est unanime, c'est impossible. Il aurait fallu les forcer, les obliger, les maltraiter pour qu'ils puissent absorber ce breuvage, tant le méthanol, et si on parle de la quantité qui a été avancée, c'est-à-dire une trentaine de millilitres, tant le méthanol est quelque chose de détestable, de brûlant, de poivré, qui a un goût très très fort que l'on remarque. On ne peut pas cacher 30 millilitres de méthanol dans une boisson, soit-elle amère ou effervescente. C'est quelque chose qui brûle et donc il y a automatiquement un rejet, on recrache la solution. D'où viendrait alors le méthanol retrouvé dans le corps des enfants? A-t-il été ingéré avant ou après la mort? Ante-mortem ou post-mortem? La question provoquera une bataille d'experts. Des experts qui arrivent avec leur thèse et qui, après 2-3 questions, quand on leur demande « mais vous êtes sûr que ce n'est pas possible qu'il y ait contamination post-mortem », il y avait des silences, des blancs, qu'il fallait combler par nous-mêmes. Et nous, le malaise était d'autant plus certain parce que c'était quand même des représentants scientifiques, des experts qui venaient témoigner sur présence ou non, et tous avaient des avis différents. Il faudra qu'on m'explique pourquoi les enfants avaient une telle quantité de méthanol qui leur permettait de s'endormir dans les 30 minutes de l'imprégnation, l'ingestion, alors qu'ils étaient chez leur père depuis plusieurs heures. Je crois que les conseils d'Olivier Pierson lui-même, ses proches depuis le début, multiplient les hypothèses pour essayer de faire la clarté. Je constate aujourd'hui que c'est le flou. Donc je dois dire à la fois pour le président, les experts eux-mêmes qui se renvoyaient la balle, et pour les journalistes présents, la question du méthanol était un enfer. Pour l'accusation, pas de doute, le méthanol a été ingéré avant la mort. Elle s'appuie sur le rapport du professeur Bonbled de l'UCL. Les deux enfants ont été en contact avec le méthanol avant de décéder. Ils ont été en contact, donc ils l'ont probablement absorbé avant qu'il y ait eu arrêt cardio-circulatoire et probablement même plusieurs heures avant leur décès. Toutes les expertises faites par Martens, Bonbled, Seven, etc., ils sont tous formels, il y en a 5 je crois, absorption du méthanol avant la mort des enfants. Ils sont tous formels. Et pour eux, le conseil de guerre, c'est une preuve de préméditation de l'assassinat des enfants. C'est tout. Et alors là, la réaction du défenseur de Pierson a été de dire, le méthanol, c'est très embêtant, on va dire que ça vient du formol. Pour les experts de la défense, en effet, le méthanol retrouvé lors des autopsies tardives ne serait apparu qu'après la mort. C'est le formol utilisé lors de la toilette mortuaire des enfants qui aurait contaminé les corps. L'utilisation de formol est probablement l'explication la plus scientifiquement acceptable pour documenter la présence de méthanol dans le sang des enfants. C'est quelque chose de courant. Le méthanol est très utilisé en thanatopraxie, c'est-à-dire en science de conservation des corps, et c'est quelque chose de terriblement banal. Et cette molécule diffuse,
elle passe à travers la peau, elle passe à travers les tissus et donc permet d'expliquer les contaminations. Et donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, l'hypothèse la plus raisonnable est que le méthanol présent dans le sang résulte d'une contamination par diffusion passive lors de l'utilisation de soins de conservation. Je crois que le débat d'experts sur la question du méthanol a énormément joué. Que cette incertitude, c'était le point central. Olivier Pierson, qui aurait assassiné ses enfants, ça passait obligatoirement par l'ingestion du méthanol. Une fois que le méthanol disparaît de la scène du crime, du soupçon, une fois qu'on ne peut plus affirmer avec certitude que ce méthanol fut bien ingéré avant le décès des enfants, eh bien à partir de ce moment-là, tout le dossier s'écroule. Pour la Cour, l'accusation n'a pas réussi à prouver qu'Olivier Pierson avait fait boire du méthanol à ses enfants avant l'accident. Mais qu'en est-il de la sortie de route? Le sergent s'est-il jeté volontairement dans la Meuse? Pour les Moreau, la réponse ne fait aucun doute. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai examiné la route, la barrière. J'ai vu que sa voiture avait frotté les barrières sur environ 35 mètres. Je n'ai pas vu la moindre trace de freinage. Et au bout de 35 mètres, les herbes de la berge étaient pliées, la voiture était tombée donc à l'eau à cet endroit-là. La première cour militaire se forgera une conviction en descendant sur les lieux. La thèse des Moreau ne tient pas. L'expert en accident Jacques Grusselin est formel. Ce n'est pas la voiture d'Olivier Pierson qui a endommagé les rails de sécurité sur 35 mètres. L'examen minutieux des traces révèle qu'il s'agit de 3 autres véhicules. Ceux-ci ont percuté les rails dans les semaines qui ont précédé l'accident d'Olivier Pierson. À l'aide d'un logiciel, les experts ont reconstitué l'accident tel qu'il s'est réellement déroulé. La voiture d'Olivier Pierson roulait à une vitesse entre 70 et 90 km/h. Elle a dévié dans le virage et est venue percuter le rail sous un angle très faible, 20 degrés. Pourquoi ce léger changement de trajectoire? Olivier Pierson déclare qu'il s'était retourné pour calmer ses enfants qui se chamaillaient. Au début, j'ai voulu passer ma main en dessous du fauteuil pour leur mettre une petite claque sur les jambes pour dire d'arrêter. Et comme ça ne s'arrêtait pas, j'ai eu le malheur de me retourner, quoi. Et à mon avis, ce geste, ben forcément, oui, je le sais maintenant, j'ai dévié légèrement sur ma gauche et je me suis retrouvé dans la Meuse, quoi. J'ai touché le rail et malheureusement le rail a basculé et je me suis retrouvé dans la Meuse, quoi. Une reconstitution a été effectuée en exécutant les gestes décrits par Pierson. Résultat, la sortie de route s'est produite exactement au même endroit que le jour de l'accident. On a constaté qu'en fonction des déclarations de M. Pierson, on obtenait donc les angles déterminés dans le rapport initial. Pour les experts, il s'agit d'un virage dangereux qui nécessite une correction de trajectoire. Il suffit d'un instant d'inattention, 1 à 2 secondes, pour provoquer une sortie de route. Le drame aurait pu être évité si le rail avait résisté au choc et renvoyé la voiture au milieu de la route. C'est ce qui s'était produit lors des accidents précédents à cet endroit. Pour la Cour, pas de doute, tous les rapports d'experts le démontrent, c'est un accident involontaire. J'ai appris par exemple le lendemain que les barrières étaient déjà déforcées à l'endroit où il a plongé la voiture à l'eau. J'ai appris que les barrières étaient déforcées par un accident précédent. Du coup, je me suis dit, il l'a fait exprès, il a cherché l'endroit, il a vu l'endroit où les barrières étaient déforcées, et c'est là qu'il est allé jeter sa voiture contre les barrières pour passer de l'autre côté. Ça, pour moi, à ce moment-là, c'était l'argument. La famille Moreau n'en démord pas. Selon l'accusation, Olivier Pierson aurait pu repérer les lieux quelques semaines auparavant, au cours d'un entraînement de paracommando. À cette occasion, il aurait pu constater que les rails étaient endommagés. Ben, en fait, j'ai eu un entraînement en Meuse, donc 1000 mètres Meuse, qui s'est déroulé ici, donc près de Godine. Donc, c'est déroulé entre le petit clocher qu'on voit là et plus ou moins la maison Orange. On a fait 1000 mètres en Meuse.
Or que l'accident s'est passé plus ou moins 18 km plus loin, du côté du château de Freyre, où je n'ai jamais eu d'entraînement dans l'eau de ce côté-là. Rapport d'expertise à l'appui, la cour militaire conclut que le rail était plié, certes, mais pas couché comme le prétend la famille Moreau. Olivier Pierson ne pouvait donc pas savoir qu'il ne résisterait pas sous le choc. Enfin, la cour constate qu'Olivier Pierson aurait pu choisir des lieux bien plus propices à une sortie de route s'il avait voulu se jeter dans la Meuse. Le long de son parcours, en effet, plusieurs endroits sont dépourvus de tout rail de protection. Reste le comportement d'Olivier Pierson une fois dans l'eau. Selon l'accusation, il aurait laissé se noyer les enfants sans rien entreprendre. C'est inexplicable. Allez, n'importe qui plonge pour aller les chercher. Enfin, je sais pas. Moi, je suis sûre qu'on me met une voiture avec 2 enfants, 2 mannequins plutôt à l'arrière. Je me débrouille, mais je les sors. Hein. Olivier Pierson aurait-il pu sauver ses enfants de la noyade? Un expert en sauvetage, Rick Vorelst, viendra éclairer la cour. Un véhicule qui tombe à l'eau, sur les 4 roues, se comporte comme un bateau, donc ça flotte. Et le temps de flotter dépend surtout des dommages à la carrosserie. Si la carrosserie n'est pas abîmée, la voiture peut flotter 1, 2, même 3 minutes. Ce qui était le cas ici avec la voiture de M. Ce qui est le cas ici, et j'estime que la voiture a au moins flotté 1 à 2 minutes. Et ça a été prouvé par des témoins et par M. Pierson lui-même, qui a dit qu'il est sorti du véhicule et qu'il a nagé de l'autre côté et qui a essayé d'ouvrir la porte, ce qui prend un certain laps de temps. Et c'est une fois dehors, donc j'ai basculé vers l'avant. Une fois que j'étais, à mon avis, le fait d'avoir de l'eau un peu fraîche, je me dis les enfants, quoi. Je me dis les enfants. Seulement, le verrouillage central s'était bloqué, c'était verrouillé. Après, ils ont démontré que la voiture, en touchant l'eau, s'est pliée et que le verrouillage s'était enclenché et les portières s'étaient coincées. Mais je savais que j'avais une défectuosité de la porte arrière gauche. Donc je me dis, le seul endroit où je sais ouvrir une porte, c'est celle-là, quoi. Donc j'ai fait le tour de l'auto en m'agrippant à elle. Et quand j'ai voulu arriver à la hauteur de la porte arrière, j'ai essayé de l'ouvrir, quoi. Mais évidemment, dans l'eau, je n'avais pas d'appui, quoi. Alors j'essayais de m'appuyer avec l'auto, mais à chaque fois que je tirais, je sentais que cette porte allait s'ouvrir, mais chaque fois, je lâchais, quoi. Il est dans l'eau, il n'a pas d'appui. Et il doit mettre ses bras au-dessus de sa tête. Il ne peut actionner, il ne peut faire aucune action sur la porte parce qu'il ne sait pas prendre appui avec ses pieds pour ouvrir la porte. Il faut déjà une force... De l'extérieur, je vous dis, c'est impossible. De l'intérieur, il faut déjà une grande force. S'il aurait su, s'il aurait eu connaissance du film ou des instructions, voilà, on voit la voiture flotte. À ce moment-là, il défait sa ceinture, il défait la ceinture de tout le monde et aussi des enfants qui sont dans le fond. Il sort le premier, regarde, il prend les enfants, celui-ci ne sait pas nager, et on le pousse sur le toit en attendant de l'aide. Et voilà, celui-là, il sort, ouais, et voilà déjà l'aide qui vient chercher donc le non-nageur sur le toit. Quelque chose qui aurait été possible ici, si M. Pierson aurait connu les directives ou aurait vu le film. Est-ce qu'on a des cours comme cela chez les paras? Il n'y a pas de cours comme ça chez les paras, c'est un cours spécialisé. Mais l'accusation produit des témoins à charge. Arrivés sur les lieux après l'accident, ils affirment qu'Olivier Pierson n'a rien tenté pour sauver ses enfants. Je suis passé en voiture devant le lieu de l'accident et j'ai vu une voiture flotter sur l'eau avec un homme à côté dans l'eau. J'ai garé ma voiture le long de la route et j'ai couru voir ce qui se passait. La voiture avait entre-temps commencé à sombrer.
L'homme flottait à la surface de l'eau, il ne disait rien, il ne faisait rien. Tous les témoins sont arrivés sur la berge 1 à 2 minutes après l'accident. En fait, ils n'ont pas vu Olivier Pierson s'extraire du véhicule par la vitre et contourner la voiture pour tenter d'ouvrir la porte arrière. Pour la cour, ils sont arrivés trop tard pour assister à la tentative de sauvetage décrite par Pierson. Comme je dis, tout est confus, mais je sais que quand je suis encore de l'auto, je vois des gens qui m'appellent et je dis enfant, quoi. Et je sais qu'à un moment donné, j'entends parler néerlandais, quoi. Et je leur dis kinderen, quoi. Je dis kinderen, quoi. Entre-temps, un monsieur belge était arrivé. Et l'homme qui se trouvait dans l'eau a crié quelque chose en direction du bord. Et le monsieur qui se trouvait avec moi a dit qu'il parlait d'un enfant. Dès qu'il a vu des gens sur la berge, Olivier Pierson a signalé immédiatement la présence d'enfants dans la voiture. Selon la cour, ce seul fait contredit la thèse de l'assassinat. La preuve, l'horloge de la voiture s'est arrêtée sous le choc à 16h54. 2 minutes plus tard, un appel enregistré par le service de secours fait état de 2 enfants dans le véhicule. Aucun témoin n'ayant vu Sven et Romy, seul Olivier Pierson a pu donner cette information. Très vite, la voiture sombre dans la Meuse par 8 mètres de fond. Pierson dérive alors vers l'île de Monia. Ça, je ne me l'explique pas aussi. Je sais pas si d'être paniqué ou désorienté, je ne sais pas. Mais j'étais de l'autre côté. Enfin bon, la rive opposée, comme on dit, c'était là, quoi. Les secouristes vont récupérer Olivier Pierson accroché à une branche. Selon eux, il est manifestement en état de choc. J'ai demandé où étaient mes enfants. On m'a dit qu'on s'en occupait d'eux. Et alors je dis, je veux, je sais plus ce que j'ai dit, je suppose que j'ai demandé pour les voir ou attendre. Et le médecin urgentiste m'a dit, non, vous dégagez d'ici. En fait, parce que j'étais pas loin de l'hypothermie, parce que je commençais à trembler. Et c'est là, enfin, c'est vrai que j'avais très froid. Et donc il a dit, non, vous le dégagez, quoi. Sa première réaction a été de s'enquérir du sort de ses enfants. Je n'ai rien su lui répondre à ce moment-là, puisque les plongeurs étaient toujours à l'œuvre pour essayer de sortir les 2 petites victimes de la voiture. En rentrant à l'hôpital, c'est moi-même qui lui ai annoncé le décès de ses enfants. Et effectivement, à ce moment-là, il s'est effondré en larmes. Pour la cour, l'attitude d'Olivier Pierson, les circonstances de l'accident, tout plaît dans sa faveur. Reste une question, le mobile. Pourquoi le sergent aurait-il voulu tuer ses enfants? Dès le début de l'affaire, son ex-belle-famille a dressé de lui un portrait sans nuance. Il serait devenu agressif et violent à la suite de ses séjours en Somalie et au Rwanda. Des missions périlleuses au cours desquelles Olivier Pierson a côtoyé la mort de près et même un génocide. Quand il est rentré, comme s'il avait un mur devant lui au point de vue sentiment. Il n'avait vraiment plus de respect, plus rien, quoi. Et là, il a commencé à être plus violent, il a voulu me quitter, etc. Enfin, c'est la première fois qu'il a voulu me quitter en rentrant du Rwanda, je pense. Vraiment un mur, devenu insensible. C'est pas le cas. Oui, forcément, vous ne pouvez pas revenir et dire « Ok, c'était vraiment bien beau, tout s'est bien passé ». Non, forcément, il y a des choses qui m'ont marqué, que je ne saurais pas enlever de mon esprit, et que je me souviens, mais de là à être marqué... Et à en devenir violent, névrosé, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Deux experts psychiatres vont examiner le paracommando. Pour eux, ces missions ne l'ont pas perturbé au point de devenir névrosé, violent ou agressif. C'est quelqu'un qui est un homme de métier et qui donc a pu gérer ces difficultés-là. En tout cas, quand je l'interroge de manière spécifique sur des difficultés à ce niveau-là, il n'y a pas de phobie particulière, il n'y a pas non plus de réminiscence nocturne ou de flash comme certains traumatisés expliquent lorsqu'il y a un stress post-traumatique.
C'est quelqu'un qui est plutôt extraverti, qui a la parole assez franche, peut-être trop franche à certains moments, mais qui est plus dans l'action. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas pour rien qu'il a choisi cette profession. Et donc, on n'a aucune pathologie mentale quand on fait un petit peu le bilan de tous ces éléments. Rien de négatif, donc, dans le profil psychologique d'Olivier Pierson. Les moraux avancent alors des mobiles beaucoup plus terre-à-terre. Pour moi, c'est pour retrouver sa totale liberté. Plus aucune obligation vis-à-vis d'Ariane. Il voulait couper les ponts d'une façon radicale, totale et définitive. Moi, je l'ai suivi, comme je vous disais tout à l'heure, dans son processus de divorce. Quand il venait chez moi, il me parlait des enfants. Il me disait les cadeaux qu'il avait achetés pour eux. Il me disait le programme qu'il avait fait le week-end quand il avait les enfants à sa charge. Encore, juste avant ce départ, il avait bien parlé d'aller faire une promenade, etc., et qu'il voulait les prendre. Moi, je l'ai vu à la Saint-Nicolas ici avec ses enfants. Pour moi, son comportement était le comportement normal d'un père, bien sûr, dans un contexte de divorce. Il y avait aussi le fait qu'il devait payer une pension alimentaire pour les enfants. Et qu'il leur a déclaré à 2 de ses collègues qu'il en avait marre de payer 13 000 francs par mois pour les enfants, et que si ça continuerait, il les flinguerait. La phrase qui a été dite, c'est vrai qu'elle est très dure, mais seulement sur le chef Pierson l'a dite sur un moment, donc il faut la repasser dans un contexte sur le fait qu'il était énervé, qu'on parlait de sa situation, de ma situation, et comment je veux dire... Sous l'énervement, il a dit cette phrase-là, mais il faut bien la repasser dans le contexte. L'incident s'est passé juste au-dessus de mon bureau, donc on en a rediscuté avec les copains. C'était tout un petit groupe là de gens qui avaient des problèmes familiaux. Et c'est vrai que vraisemblablement, il se montait un peu le bourrichon. Et connaissant aussi le caractère d'Olivier Pierson, il en a rajouté une couche. Est-ce qu'il s'agissait de ses enfants? C'est pas clair. Mais vous savez, si vous entendez mes gaillards, le colonel est mort 350 fois par jour, les épouses 20 fois, les enfants parfois même quand il les énerve, surtout quand ils sont plus grands. Ça fait partie parfois aussi des côtés un peu tonitruants de répondre, d'avoir le dernier mot à une situation. Moi, je l'avais perçu comme ça. On adorait les enfants, ils étaient super bien accueillis chez nous, dans ma famille. Chez mon ami Bénédicte, ils ont déjà été chez mes beaux-parents, donc actuels. C'était une ferme en plus, ils ont déjà été chez nous. Ils étaient super bien accueillis, ils adoraient ça, et on adorait les avoir avec nous. Donc de m'en débarrasser pour retrouver ma liberté. Si c'est le cas, je me serais pas remis avec quelqu'un et je n'aurais pas à nouveau un enfant maintenant. Je serais parti seul, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Reste la thèse du coup de folie provoqué par les tracasseries du divorce et la pression de sa belle famille. Le suicide collectif, un mobile qui avait la faveur des enquêteurs. Quand les enquêteurs m'ont présenté cette thèse, j'ai tout de suite dit que moi je l'avais vu avant qu'il n'était pas suicidaire pour moi, puisqu'il revenait de vacances, il était posé, il filait parfait amour, pour tout apparemment allait bien. Quand je regarde aussi l'expertise psychiatrique, on vous signale qu'il avait des projets, des choses qui faisaient qu'on ne le voyait pas suicidaire. Dans sa biographie, on n'a pas d'éléments psychologiques où il aurait demandé de l'aide, où il aurait dû prendre des médicaments. Donc il n'y a vraiment pas chez lui de grandes failles ni d'idéation suicidaire. Quand je l'interroge à ce niveau-là, il n'y a pas d'antécédent en tout cas. Le premier but, c'était que le divorce se termine, et puis qu'on habite ensemble, et qu'on reçoive les enfants ensemble, et puis quand tout, se serait installé, et que tout le monde aurait trouvé sa place, le projet, c'était d'agrandir la famille tout doucement, quoi. Mais en intégrant Sven et Romy, ils faisaient partie intégrante de notre vie, quoi. Épilogue de l'affaire Pierson, la cour militaire a retenu l'homicide involontaire. Pendant près de 2 heures, la cour militaire a justifié sa décision. Olivier Pierson n'a pas assassiné ses enfants. Il est tout de même reconnu responsable de l'accident qui leur a coûté la vie. Lavé de tout soupçon d'infanticide, Olivier Pierson est néanmoins condamné à 3 mois de prison avec sursis pour son imprudence fatale. C'est 2 secondes d'inattention qui ont entraîné la mort de ses enfants. Oui, je suis responsable de leur mort parce que c'est moi qui conduisais, c'est moi qui ai fait une erreur de conduite, je le sais, et toute ma vie ce sera comme ça, quoi. Et ça qui est très dur, quoi. Beaucoup de souffrance, beaucoup de colère. Vraiment. Parce que ça a été terrible. C'est terrible de vivre ça. C'est terrible de vivre une erreur judiciaire et d'être lynché médiatiquement comme ça. Et alors on vous barre toutes les routes, quoi.
personne n'essaye de vous aider. Personne. Pourquoi tant de souffrance, quoi? Je me dis, pourquoi avoir vécu tout ça, quoi? Ça servait à quoi, qui était le but de tous ces gens qui ont voulu nous détruire, quoi. Je dis, tout ce que je vois, c'est que j'aurais bien voulu forcément ne pas avoir cet accident, et j'aurais bien voulu que mon fils ici actuel ait toujours son frère et sa sœur, quoi. Il y a plein de gens qui ont souffert de tout ça, quoi. Mes parents, mes neveux. C'est pas évident d'expliquer à des enfants l'erreur judiciaire, quoi. Et nous, on a été confrontés à tout ça, quoi. C'est comme je dis, quoi. Enfin, en plus, comme je dis, perdre ses enfants, c'est quelque chose. Il y a vraiment les gens qui ont perdu un enfant dans d'autres conditions qui peut ça. C'est comme en fait quelque chose qui meurt en vous. Je sais pas comment expliquer. En fait, on vous prend comme si on vous prenait quelque chose à l'intérieur et c'est vide, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Quelque chose qui est mort en vous. Et